La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 1er octobre 2025 et ça s'appelle ce matin « Bloquons tout à la sauce américaine ». Les États-Unis viennent donc d'ouvrir officiellement leur 16e période de blocage budgétaire depuis 1981, c'est-à-dire depuis les élections de Tonton et de Reagan dont on se demande ce qu'ils font là en ouverture de cette chronique. Wall Street a l'air d'accuser un petit peu le coup après avoir fait mine de s'en contrefoutre depuis le début de la semaine, mais sans excès à ce stade parce que les marchés s'habituent à tout, d'autant que les ultimatums et les bras de fer sont la routine de la politique de la Maison-Blanche. Les États-Unis fonctionnent donc officiellement en mode dégradé depuis 6 heures ce matin heure de Paris, soit minuit à Washington. Les républicains et les démocrates ont en effet échoué à s'entendre. Ça a entraîné la mise en congé forcé de 750 000 fonctionnaires fédéraux et par ricochet la fermeture de certaines branches de l'administration américaine. Jusqu'ici, les marchés financiers avaient, il faut bien le dire, assez peu réagi, quelles que soient les classes d'actifs. Les actions par exemple sortent de 3 séances de hausse modérée, les obligations campent à proximité de leur position récente, le dollar fluctue dans des bornes relativement étroites face aux principales devises. Bon, il y a quand même l'or qui navigue toujours de sommet en sommet et qui fonctionne un peu comme une sorte d'assurance tout risque depuis des mois, voire depuis la nuit des temps diraient certains, mais c'est presque une incongruité face à tout le reste qui pousse à la hausse. Ce matin donc, après l'annonce officielle de l'impasse budgétaire, les indicateurs avancés de Wall Street ont quand même un petit peu marqué le coup, les futurs sont allés s'installer dans le rouge, plus profondément en tout cas que lors des dernières séances. Un shutdown, ce n'est pas un événement exceptionnel, il s'est produit à 15 reprises depuis 1980 selon les données que j'ai récupérées ce matin chez Reuters, mais c'est pas non plus un événement anodin. Une partie des observateurs se demande si la Maison-Blanche d'ailleurs ne va pas se servir de ces mises en congé forcées pour relancer les coupes qui avaient été entamées par le Doge au tout début du mandat de Donald Trump. Mais bon, l'expérience montre que les marchés financiers finissent par s'en accommoder, sauf dérapage incontrôlé évidemment, comme j'en avais déjà parlé lundi. Car jusqu'ici, le bilan boursier 2025 reste très favorable. L'écueil habituel du mois de septembre a même été franchi easy peasy, comme le montrent ces chiffres glanés à droite et à gauche ce matin, malgré mon manque de vivacité intellectuelle à 5 heures du mat. D'abord, le Stoxx Europe 600, il a gagné 1,46% en septembre, c'est son 3e mois consécutif de progression, même si ce sont des sauts de puce. Le S&P 500, lui, il a gagné 3,5% en septembre, c'est son 5e mois consécutif de progression. Côté Japon, c'est pas mal non plus, plus 5% sur le mois écoulé et 6e mois consécutif de progression. Mais le top, c'est quand même l'indice MSCI émergent, plus 7% en septembre et 9e mois consécutif de progression. C'est apparemment sa meilleure série haussière depuis 2003, selon mes constatations matinales un petit peu embuées. Ces chiffres, en tout cas, montrent que l'Europe est à la traîne et que les marchés émergents ont le vent en poupe. Ça confirme les tendances qui avaient été entrevues dernièrement. J'en profite pour préciser que la mécanique à l'œuvre sur les émergents est assez classique. La baisse du dollar leur profite par plusieurs courroies de transmission, notamment la dette, l'attractivité et aussi l'export. Je vais enfoncer un petit peu une porte ouverte pour souligner que les prochains jours seront volatiles à cause des perturbations liées au shutdown, une situation renforcée d'ailleurs par le creux avant les résultats du T3 qui débuteront en masse la semaine du lundi 13 octobre avec les banques américaines et plusieurs entreprises industrielles emblématiques. La fermeture de certains services fédéraux aux États-Unis risque aussi d'interférer avec la publication de statistiques importantes pour la conduite de la politique monétaire. Ce sera d'ailleurs vraisemblablement le cas des données mensuelles sur l'emploi qui sont programmées initialement vendredi. Pourront-elles être publiées ? Eh bien, rien n'est moins sûr, ce qui risque de chiffonner les investisseurs parce que la dégradation du marché du travail est devenue le principal argument de baisse des taux de la Fed qui est le principal argument de plein de trucs en finance actuellement. Dans le reste de l'actu, et pour rester dans le domaine des stats, la Maison-Blanche a annulé la nomination de l'économiste conservateur E.J. Anthony pour diriger le Bureau of Labor Statistics. Sa désignation ne faisait pas l'unanimité, même dans les rangs républicains, mais aucune justification officielle n'a été donnée. En Inde, la Banque centrale a maintenu son principal taux directeur inchangé à 5,5% ce matin, c'était prévu. La RBI a aussi réduit sa prévision d'inflation et relevé son anticipation de croissance pour 2026. L'Europe, elle,
attend les chiffres préliminaires de l'inflation dans l'UE en septembre. Le consensus est positionné à 2,2% sur un an et 2,3% en ce qui concerne l'inflation sous-jacente. On connaît déjà les chiffres de pas mal d'économies européennes. Ils ont été publiés depuis le début de la semaine, notamment en France, en Allemagne, en Espagne ou en Italie. Côté Asie-Pacifique ce matin, on fait assez peu de cas manifestement de la constipation budgétaire passagère américaine. Tokyo fait quand même un peu la tête avec un repli marqué de 1,5%. Une grande agence de presse titre ce matin sur les investisseurs japonais qui ont choisi de prendre leurs bénéfices après le récent rallye. C'est le signe que personne n'a aucune idée des raisons de la baisse. Côté Australie, on perd 0,2%, mais les autres places sont en hausse. 0,5% de gain en Chine continentale, autour de 1% à Hong Kong, en Corée du Sud et à Taïwan à l'heure où j'enregistre, et 0,3% en Inde. L'Europe est plus hésitante, pénalisée par la baisse des indicateurs avancés aux États-Unis. On passe maintenant à l'actualité des sociétés. En France, les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 2,1% en septembre sur un an selon la PFA, mais avec un jour d'ouverture en plus. Crédit Agricole a discuté avec Rome des conditions d'un éventuel accord sur Banco BPM selon Reuters. Total Energy a finalisé la vente de la moitié d'un portefeuille éolien et solaire en France. Sanofi est visé par une enquête de la Commission européenne pour un éventuel abus de position dominante dans les vaccins contre la grippe saisonnière. Accor finalise la seconde tranche de son programme de rachat d'actions. Thales versera un acompte sur dividende de 0,95 € au titre de l'exercice 2025. Aperam a confirmé ses objectifs annuels. Antin prend une participation majoritaire dans le groupe Swiftair. Énergie finalise la cession de Chéri 25 à RMC BFM. Thermador finalise pour sa part l'acquisition de Kilinox. Figeac Aero a remporté un contrat avec Bombardier et NSE finalise le rachat d'Ametra Intégration. Côté publication de semestriel en France, on a Lacroix, Steve, Delfingen, Pizzorno, Affluent Medical, Coeris, Osmosun, Hopscotch ou encore Crosswood. Dans le reste de l'Europe, Banco de Sabadell a rejeté l'offre de rachat améliorée de BBVA. Rolls-Royce discute avec Boeing de la motorisation du remplaçant du B737. Aedifica estime que l'offre Cofinimo pourrait être acceptée au T4. L'actionnaire chinois de Pirelli est ouvert à la vente de sa participation après le bras de fer sur la gouvernance du groupe. Les actionnaires de GVS ont approuvé la fusion avec AMotronic. Sika rachète un producteur de mortier danois. Givaudan rachète le fabricant de parfums Bel Air Création aux États-Unis. Vestas a décroché des contrats pour des éoliennes en Italie et en Allemagne. Tenaris achève la première tranche de son programme de rachat d'actions de 600 millions de dollars. Georg Fischer finalise l'acquisition du groupe VAG. La FDA homologue le Rapsido de Novartis pour le traitement de l'urticaire. Et Pharming annonce que la FDA a accepté l'examen prioritaire d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un traitement pour les enfants atteints de SDAA. En Amérique du Nord, Nike gagnait 4,5% hors séance hier soir après ses résultats trimestriels. Donald Trump a annoncé un accord avec Pfizer sur les prix des médicaments ainsi qu'avec d'autres laboratoires. Berkshire Hathaway négocierait le rachat de la branche pétrochimie d'Occidental Petroleum pour 10 milliards de dollars selon le Wall Street Journal. Qualcomm a annoncé qu'un tribunal américain rejette le reste de l'action en justice intentée par ARM. ExxonMobil a annoncé en séance hier le licenciement de 2000 personnes au Canada et en Europe. Global Infrastructure Partners, la filiale de BlackRock, serait sur le point de conclure un accord de 38 milliards de dollars pour le rachat du groupe de services publics AES selon le FT. Tesla a annoncé que sa nouvelle Model Y Performance est désormais disponible aux États-Unis et Targa construit un pipeline GNL de 500 miles dans le bassin permien. Ailleurs dans le monde, LG Electronics propose des actions dans le cadre de l'IPO de sa filiale indienne dans la fourchette 1080 à 1140 roupies par titre, a appris Bloomberg. Mitsubishi UFJ Financial vise 20% de Shriram Finance pour 2,6 milliards de dollars selon l'Economic Times. Marubeni Power et la société britannique Smartest Energy créent une société de négoce d'électricité et Petrobras signe un contrat de 430 millions de dollars avec Elea pour des services de colocation de centres de données. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.